Que tu sois en quête d'amour ou en couple, il y a certains pièges auxquels tu peux faire face qui sont liés à de fausses croyances que tu as sur l'amour. Si tu veux savoir quels sont les mythes en amour qui t'empêchent d'avoir la relation que tu souhaites, suis cet épisode. Je reçois une coach en intelligence amoureuse qui nous présente les croyances limitantes les plus répandues en amour. Alors reste jusqu'à la fin parce que certaines pourraient te surprendre. Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Je m'appelle Corinne et si tu es ici pour la première fois, ça me fait plaisir de t'accueillir dans cet espace où l'on parle de bien-être, de développement personnel et d'épanouissement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite toujours beaucoup d'engouement, les relations amoureuses. Et pourquoi les relations amoureuses, pourquoi nous sommes tant captivés par les relations de couple et par l'amour, eh bien, c'est parce que les relations amoureuses, ça occupe une place importante dans la vie des individus. C'est aussi parce que on a un besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Puis c'est aussi parce que les relations amoureuses, c'est complexe et ça vient avec de nombreux défis. Alors comment réussir à naviguer dans le domaine amoureux et à s'épanouir? Je crois que le point de départ, c'est d'avoir une meilleure compréhension des choses, notamment en s'attaquant aux mythes à propos de l'amour, ces croyances, ces perceptions de l'amour qu'on peut avoir, ces idées reçues qui nous influencent et qui peuvent être erronées. Donc c'est un sujet quand même dont on peut parler longtemps et donc pour faire ça court, ça va être divisé en deux épisodes. Donc aujourd'hui ça va être la première partie. Je vais aborder avec mon invité 5 mythes que mon invité va déconstruire. Et dans le prochain épisode, on abordera 5 autres mythes. Donc, on va sauter un petit peu dans le vif du sujet. Alors pour en parler de tout ça, j'ai invité une coach en intelligence amoureuse qui accompagne sa clientèle à s'épanouir en amour. Elle est l'hôte du podcast L'amour n'est pas un conte de fées, où elle parle évidemment d'amour, mais elle parle aussi donc de relations de couple, de clés sur les dynamiques de l'amour, et tout ceci pour créer la belle histoire d'amour dont on rêve. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Donzé. Bonjour Amandine. Bonjour Corinne. Alors, bienvenue aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Et juste à entendre le nom de ton podcast, L'amour n'est pas un conte de fées, déjà, ça pose le cadre de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui parce que tu vas nous parler donc de 10 mythes à propos de l'amour, des croyances que l'on a et qui nous limitent ou qui peuvent nous induire en erreur, en tout cas des choses qui ne nous aident pas vraiment en amour. Et tu vas les déconstruire en nous donnant l'heure juste sur chacun des thèmes que tu vas aborder. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de définir, selon toi, quelles sont les croyances. Mais avant, je vais juste te laisser nous dire un petit mot sur toi, te présenter, nous dire ce que tu fais, puis ensuite on passera aux croyances. Ok, bah volontiers. Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie aussi d'être là et de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi. Alors, moi, j'ai commencé à accompagner des gens en thérapie à l'origine avec l'hypnose. Et puis ensuite, je suis venue au coaching amoureux parce que finalement, l'amour a toujours été mon sujet de prédilection depuis aussi loin que je me rappelle, je crois, à titre personnel, donc dans un premier temps. Et puis quand j'ai commencé mon parcours de thérapeute, je me suis vite rendu compte que c'était les gens qui avaient des problématiques en amour que ça venait le plus me chercher en fait, que j'avais enfin, c'était ce qui me plaisait le plus en fait. Donc je suis devenue coach en intelligence amoureuse.
Alors c'est un très beau parcours. On voit que ça part de quelque chose qui te tient à cœur toi-même. Et c'est très, très louable d'accompagner toutes ces personnes. On a tous cette aspiration, comme tu dis, hein, d'avoir une relation amoureuse qui se passe bien. Et puis on veut mettre de notre côté toutes nos chances pour que ça réussisse. Donc, mais évidemment, il y a des croyances, comme on disait tout à l'heure, qui viennent un petit peu faire entrave et donc voilà, quelles sont donc, ces fausses croyances-là qui, nuisent, si on veut, à notre épanouissement en amour? Mhm. Alors, si tu veux, même avant de parler de quelles sont ces croyances, j'aimerais juste, enfin, si c'est OK pour toi, pour que ce soit clair aussi ce que je vais dire après pour tes auditeurs, comment je définis une croyance quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Alors, en quelques mots, je dis souvent, pour moi, une croyance, c'est une vision qu'on a sur soi, sur l'autre, sur les autres ou sur le monde. Et c'est quelque chose, en fait, c'est des pensées, on pourrait dire, qu'on a mises en place à travers les expériences de vie qu'on a eues, etc. Donc, on pourrait dire qu'on regarde tous le monde à travers ces croyances, les croyances qu'on a individuellement. Et en fait, à travers des filtres, quoi, à travers nos propres filtres. Et le problème avec ces croyances, c'est que souvent elles se sont installées il y a fort longtemps. Par exemple, en amour, ça peut être des croyances qu'on a installées à l'intérieur de nous par rapport à la relation qu'on a eue avec nos parents, donc qui ont été les premiers, nos parents ou nos figures parentales, qui ont été les premiers avec qui on a eu une relation d'amour en soi, ce qu'on a observé dans le modèle parental aussi, tout ça. Et puis, ces croyances, elles peuvent nous servir par exemple à nous protéger. Je sais pas si c'est utile que je donne un exemple, par exemple, à cet endroit-là. Oui, vas-y. Ouais. Je sais pas si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait subi une agression, par exemple, en étant jeune, de la part d'un homme, pourrait avoir installé une croyance à l'intérieur de tous les hommes sont dangereux, par exemple. Et cette croyance-là, elle sert à protéger la personne, donc à avoir de la méfiance, à faire attention, etc. Sauf que, évidemment, ces croyances, elles peuvent être limitantes parce qu'elles peuvent induire que à un moment ou à un autre, on va être trop méfiant, par exemple, et ça va nous empêcher de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on pourrait construire une relation, etc. Et la dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à ces croyances, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'on les tient pour vraies jusqu'au jour où peut-être effectivement on va se rendre compte, et ça peut être souvent dans un accompagnement parce que jusque-là on pense que ça c'est vrai et puis du coup on remet même pas en question en fait cette croyance-là. C'est l'intérêt, je pense, d'être accompagné sur ce genre de choses. C'est parce qu'on a du mal à voir les croyances chez nous en fait. Oui, c'est tout à fait vrai. On s'en rend pas compte, hein, jusqu'à ce que, un thérapeute ou un coach, nous les fasse ressortir et qu'à ce moment, on se dise: «Ah ben oui, j'avais jamais, réalisé ça». Mais généralement, oui, quand le thérapeute, il ou elle, fait ressortir ce genre de choses, c'est là que, la personne prend conscience finalement et puis est capable de se dire: «Ah oui, ben ce que, vous dites, ça a vraiment du sens parce que là, je réalise qu'effectivement, ça entraîne tel comportement chez moi ou telle chose, telle perception chez moi, ainsi de suite. Donc merci, d'être venu sur la définition de la croyance. Je l'avais oublié au passage, mais c'est important pour qu'on soit sûr d'être tous sur la même longueur d'onde, hein, pour pouvoir aborder ensuite, les croyances que tu vas, décortiquer et déconstruire aussi. Alors, je te laisse aller. Quelle est la première croyance dont tu veux nous parler? Alors, je vais commencer par parler de la croyance, de la pensée que rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Et alors, pour démonter ces croyances, au fur et à mesure, je vais souvent creuser un petit peu qu'est-ce que ça implique d'avoir cette pensée ou cette croyance. Et là, dans ce cas-là, en fait,
je me suis dit que on pouvait l'entendre de deux façons d'ailleurs. Rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Est-ce que tout simplement rencontrer des gens, c'est difficile? Ça peut être une croyance. Mais on pourrait aussi, ça pourrait aussi vouloir dire rencontrer quelqu'un d'intéressant, c'est difficile. Ou quelqu'un avec qui je peux me mettre en couple, c'est difficile. Et je pense que du coup, ça implique pas tout à fait les mêmes choses, parce que dans le premier cas, si rencontrer des gens en général c'est difficile, ça implique que on risque de rester seul, mais peut-être aussi parce qu'on croise toujours les mêmes personnes, parce qu'on est dans une sorte de vie bien établie, j'allais dire un peu métro boulot dodo, tu vois. Et effectivement dans ce cas-là, on peut penser que rencontrer quelqu'un c'est difficile. On rencontre pas de nouvelles personnes. Et pour démonter cette pensée-là, ce que j'ai envie d'amener, c'est de dire que je pense pas que rencontrer quelqu'un soit difficile, mais je pense que ça demande des efforts. Et c'est un peu différent, quelque part. Parce que oui, si je reste dans mon canapé et que j'attends que ça se passe, ou que simplement même je fais ma vie un peu comme d'habitude, en rencontrant toujours les mêmes personnes, et que je fais pas l'effort de sortir de ça, alors oui, ça peut être difficile de rencontrer des gens. Alors, l'idée, ça peut être simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, dans quel groupe est-ce que je pourrais rejoindre, quelle activité de groupe je pourrais faire, ou en fait ça brasse de nouvelles rencontres, etc. Et puis sur la deuxième idée qui est rencontrer quelqu'un d'intéressant de qui tomber amoureux, c'est difficile. Ça risque d'induire que ce qui risque de se passer, en fait, c'est ok, si je pars du principe que c'est difficile, alors quand je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, je vais peut-être pas, rentrer plus dans la discussion. Je vais partir du fait que c'est peut-être déjà perdu d'avance. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais je vais rester un peu en surface dans la rencontre avec l'autre. Peut-être même que je vais juger l'autre trop vite, en fait. Et et en fait, ce qui est gênant par rapport à ça, c'est que ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les gens sont passionnants, en fait. Je crois on a de l'intérêt. Tous les gens sont intéressants à partir du moment, je crois, où on leur donne l'occasion d'être intéressant. Et je conseille souvent à mes coachés, ceux qui sont célibataires et qui cherchent à rencontrer l'amour et qui font des rencontres, alors soit naturellement, soit par le biais de sites de rencontres, par exemple. Je leur dis toujours, il y a une question magique, c'est le pourquoi. Et cette question pourquoi, elle est magique parce que elle va donner l'occasion à l'autre de se dévoiler. Quand je dis le pourquoi, c'est par exemple, je sais pas, je rencontre quelqu'un et il me dit, moi dans la vie je suis boulanger. Et le pourquoi, c'est ok, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça dans la vie? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Pourquoi tu fais ça? Et là, les gens, ils vont rentrer dans ce qu'il y a de plus profond en fait chez eux, ce qui les motive, ce qui les fait vibrer, etc. Et je pense que ça, c'est la vraie occasion de laisser les gens se dévoiler et puis de pouvoir les trouver intéressants. Donc, je crois que c'est pas si difficile que ça à partir du moment où on a quelques clés en fait pour y aller. Oui, je comprends très bien ce que tu dis parce que, moi aussi j'avais cette croyance-là que, rencontrer quelqu'un c'est difficile et aussi je l'ai prise, sur les 2 volets que tu as mentionnés. Parce que moi-même je suis, célibataire, j'étais en couple pendant 12 ans et j'avais un conjoint et puis bon, on s'est séparés donc ça fait 4 ans que je suis célibataire et donc quand je l'ai rencontré, je venais d'avoir, 30 ans, donc j'étais un peu plus jeune et puis bon, à ce moment-là, quand même, faire des rencontres, c'était moins difficile que lorsque je l'ai quitté à 42 ans.
Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, j'avais cette croyance, je me suis dit: «Mais c'est difficile parce que j'arrive pas à rencontrer de nouvelles personnes». Comme tu dis, on est dans notre routine, quotidienne, on va au travail, on fait nos courses, on fait ceci et cela, comment dire ça? Au niveau social, le cercle, il s'élargit pas forcément et là, ça demande effectivement de commencer à faire des efforts. Alors moi, il a fallu que, en tant que personne introvertie, que j'apprenne un petit peu à sortir de ma zone de confort, que j'ose aller sur des sites de rencontres parce qu'au départ, j'en avais une peur bleue, puis je me disais: «Oh non, ça me tente pas et tout» et oui, ça demande un effort. Moi, ça m'a demandé un effort de le faire parce que je sentais pas que c'était quelque chose de naturel. J'aime beaucoup le contact humain, je préfère le contact humain, j'aime bien me faire une idée de la personne, heu, quand je la vois ou quand je la rencontre, ce qui est pas facilement faisable sur une application de rencontre. Mais quand même, je l'ai fait pour justement faire cet effort parce que j'ai réalisé que si je faisais pas l'effort, il se passerait rien du tout. Il va rien se passer. Les gens, ils vont pas, débarquer, chez moi et en plus des applications de rencontre, donc j'ai commencé avec ça, puis là après j'ai étendu. Là, j'ai des amis là qui m'ont poussée à aller avec elles à des événements de célibataires, des speed dating, des activités sociales de célibataires et tout. Puis là, j'ai commencé aussi un petit peu à m'ouvrir un peu plus, puis là, il y avait la dimension, humaine déjà en partant. Mais c'était, indispensable de pouvoir, faire, cette démarche-là parce que c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens. J'ai pu faire, des rencontres et honnêtement, quand je regarde en arrière, je constate que toutes les rencontres que j'ai faites, je les ai faites soit par une activité de célibataire ou soit par une application de rencontre. En dehors de ça, j'ai pas réussi à faire de rencontres dans la vraie vie. Donc ça en dit beaucoup et là, le deuxième aspect, effectivement, une fois que tu arrives à faire des rencontres, c'est trouver quelqu'un qui est intéressant et puis on juge beaucoup. On peut être, quand on a cette croyance, c'est difficile, on juge beaucoup et puis là, tu regardes, puis tu es: «Mmh, je suis pas trop sûre» et tout et puis c'est vrai que quand on fait ça, on se met une barrière et quand on se dit qu'on est en train de faire toute cette démarche-là, il faut se dire que c'est pas pour rien. Donc tant qu'à avoir quelqu'un en face de soi, hein, autant essayer d'en savoir plus sur la personne et autant essayer de le connaître, de poser des questions, de s'intéresser à sa vie, à ce qu'il fait et ainsi de suite. Puis je pense qu'on en sort gagnant et puis même si, ça n'aboutit pas, beh, ça aura permis moi ce que j'ai constaté, c'est que ça m'a permis de développer des compétences relationnelles. Parce que quand on est introverti, on a tendance à se replier sur soi-même. Mais là, quand on est obligé de s'exposer, eh ben, on est obligé de développer un petit peu là, cette intelligence relationnelle. Donc moi, c'est ce que j'ai eu comme bénéfice en faisant l'effort, sur les 2 volets là de travailler sur moi pour être capable de faire des rencontres, et faire des rencontres intéressantes. Oui, puis sur la notion d'effort, je pense que si je te posais la question, tu me dirais sans doute que au début, ça demande un gros effort, mais en fait, plus on le fait, et comme beaucoup de choses, en fait, plus on le fait, et puis quand même, moins c'est difficile. C'est tout à fait vrai. Au début, c'était très difficile. Au début, déjà, juste d'aller me créer un compte, sur une application de rencontre, je me disais: «Oh, qu'est-ce que je vais écrire? Il faut que je prenne des photos. Quelles photos je vais prendre?» C'était compliqué, c'était contraignant pour moi et bon, une fois que je l'ai fait, après, c'était de bon, je regarde des profils, oh, on me propose des choses, bon, qu'est-ce que je fais avec? Je sais pas trop, je swipe, comme on dit, swiper, tu sais? Puis, quels sont mes critères? C'était tout un nouvel univers que je trouvais assez compliqué, j'étais pas du tout à l'aise là-dedans. Mais oui, avec le temps, j'ai fini par, m'habituer, développer des réflexes. Maintenant, je sais un peu plus rapidement ce que je veux, ce qui m'intéresse, je sais où regarder, je c'est plus clair dans ma tête. J'ai beaucoup plus de fluidité aujourd'hui qu'au début. Donc voilà, donc ça fait, le tour de ce mythe-là, là, des rencontres qui, en fait, ne sont pas difficiles, mais qui demandent simplement un effort. Donc quelle est la deuxième croyance que tu vas, défaire?
J'ai envie de parler d'une autre croyance sur la rencontre et qui même peut avoir un lien, enfin des fois c'est lié chez les gens avec rencontrer quelqu'un c'est difficile, c'est il faut avoir confiance en soi pour séduire ou pour plaire en fait. Et, en fait, donc qu'est-ce que ça induit? Ça, c'est si je crois que j'ai pas enfin si j'ai pas confiance en moi et que je crois qu'il faut avoir confiance pour séduire, ça veut dire que je crois qu'il me manque quelque chose en fait. C'est comme si c'est comme si j'avais pas tout ce qu'il faut pour pouvoir plaire, que je devrais être plus sûre de moi ou plus affirmée. Et puis pas confiance en soi, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Hein. Je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intéressante. Donc, ce que ça peut induire, c'est de pas oser aller vers les gens. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux en fait. J'ai pas confiance en moi, je me dis que j'ai pas confiance en moi et que du coup ça va pas plaire et du coup j'ose pas y aller. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Alors que, en fait, est-ce que tu serais étonné si si je te disais que le manque de confiance en soi, en fait, ça peut même être un atout en amour? Ah oui, je suis étonnée. Alors dis-moi en plus. En fait, je vais partir juste d'un prérequis, mais l'amour, c'est une connexion avec l'autre, c'est une émotion, c'est un pont émotionnel en fait avec l'autre, c'est des émotions qui passent entre deux personnes. En fait, ce qui est le plus important, c'est du coup de pouvoir être touché et de toucher l'autre. Et je prends souvent cet exemple. Je dis souvent aux gens, mais qu'est-ce qui va te toucher le plus? Est-ce quand tu rencontres quelqu'un? Est-ce que ça va être quelqu'un qui te déballe toutes ses réussites, a l'air super sûr de lui, etc. Ou alors quelqu'un qui va peut-être montrer un manque de confiance en lui, c'est-à-dire une forme de timidité, par exemple, ou même quelqu'un qui va dire lors d'une première rencontre, qui va dire, bah tu sais, j'avais quand même un peu peur de venir à ce rendez-vous, c'est inconfortable pour moi, etc. Alors, je ne sais pas ce que t'en penses, mais en général, quelqu'un qui va se livrer de façon plus vulnérable, parce que finalement, c'est de ça dont on est en train de parler, c'est peut-être pas la personne qu'on va admirer le plus, mais par contre, c'est celle qui va nous toucher le plus, profondément, émotionnellement. Et c'est pour ça que j'explique souvent aux gens qui se posent cette pensée-là, cette croyance-là sur la confiance en soi, que ça peut même être un atout. Parce qu'en fait, ça va faire dans leur rencontre, ça va dégager quelque chose de plus touchant et quelque chose de plus vulnérable. Et bah, on se rapproche déjà plus de ce pont émotionnel, en fait, à créer avec l'autre en amour. Oui, c'est vrai parce que je pense que quelqu'un qui est capable de s'ouvrir comme ça démontre que c'est une personne qui n'a pas vraiment peur de ce qu'il ou ce qu'elle ressent, qu'elle est prête à le partager. Et en même temps, comme tu dis, ça vient nous chercher, ça nous touche parce que on se dit: «Ah ben voilà quelqu'un qui montre sa vulnérabilité», heu et ça peut même créer, ça crée une connexion entre, individus et ça peut même créer un lien de confiance, je pense, parce que tu te dis, je crois pas qu'on est dans le jeu ici, dans le paraître ou quoi que ce soit. Je pense que pour se mettre dans cette position et avoir le courage de, se livrer ainsi, c'est fort, en fait. Donc là, je vois, tu vois, je le pensais pas comme ça, mais maintenant que tu l'as expliqué, tu as déconstruit là cette croyance, cette perception que j'avais effectivement là, je vois, effectivement que ça peut être un atout. Et en plus, par rapport à ce que tu viens de dire, en plus, ça ouvre la porte à l'autre pour pouvoir le faire aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça ouvre, un espace, comment dire ça? Où on se sent peut-être en sécurité de, se dévoiler parce que là, ça devient mutuel et je suis sûre que ça crée, un rapprochement finalement.
et je pense que ça aide à avancer en fait, à apprendre à se connaître, un peu plus et à vouloir justement, en savoir plus sur l'autre. Alors n'hésitez pas à dévoiler, C'est ça, n'hésitez pas. et dès le Moi départ. aussi, je vais plus hésiter maintenant. Et dès le départ, tu dis? Et dès le départ, oui, parce que, alors on n'est pas obligé évidemment de tout livrer authentiquement et vulnérablement dès le départ, mais je crois qu'en fait on se donne toutes les chances, on se donne toutes les chances en fait à se dévoiler dès le départ. En même temps, on a tous envie d'être aimé pour qui on est, donc Oui, parce qu'on veut pas, se donner une image et puis, ensuite, s essayer de maintenir ça dans le temps, c'est pas possible. Ça va finir par tomber et ça va créer de la déception chez l'autre. mhm. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'être vrai, dès le départ, justement. Chez nous aussi, ça va créer de la déception, je pense, parce que finalement, si tant est que et bien que je suis pas très sûre que ce soit vraiment profondément possible, mais j'allais dire si tant est qu'on se fasse aimer par l'autre, on se fait aimer pour qui on n'est pas. C'est, tu vois, si on montre une image. Et c'est pas tenable en fait, parce qu'on a tous besoin d'être aimés pour qui on est. Donc, Oui, tout à fait, c'est pas tenable dans la durée. Et donc, en parlant de ça, donc, on rencontre quelqu'un, puis dès le début, là, on est vulnérable. Donc, je pense que ça nous amène à ta troisième croyance, là, qui est le 1er rendez-vous. oui, alors la troisième croyance, c'est un mauvais premier rendez-vous c'est mauvais signe. Euh, donc déjà, ça nous amène, enfin formulé autrement, ça nous amène à la croyance qu'on devrait avoir le déclic tout de suite. Donc c'est en gros, si j'ai pas le déclic tout de suite, ça se passe, enfin c'est que c'est pas bon quoi. Et ça, je pense que c'est une croyance qui est quand même assez répandue. Euh, le problème de ça, c'est que bah déjà, ça veut dire qu'on laisse pas, en fait, on laisse pas vraiment sa chance à l'autre. Euh, moi, j'ai envie de dire, je sais pas toi, mais moi, j'aimerais pas qu'on me laisse pas ma chance, tu vois. Je veux dire j'allais dire de faire mes preuves, voilà, de montrer qui je suis, etc. Donc voilà, le problème, c'est que ça risque d'être un jugement qui est trop rapide. Alors qu'en fait, et puis du coup, on passe à côté. Je pense que potentiellement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais on passe à côté de la richesse de la personne qui est en face de nous. Parce qu'on va la juger tout de suite. Alors des fois c'est même sur des critères, hein. Ça peut être des critères physiques, une attitude, etc. On a parlé de vulnérabilité avant, on peut aussi la juger sur le fait qu'elle soit pas suffisamment vulnérable, par exemple. Euh, Maintenant, c'est pas évident. C'est clair. Si on regarde, je pense que c'est évident pour personne de se montrer vulnérable avec quelqu'un qu'on vient tout juste de rencontrer. Donc, des fois, il faut quand même un peu de temps. Quand il y a quelqu'un qui me dit j'ai fait un premier rendez-vous, je me suis ennuyée, enfin voilà, je l'ai pas senti, ça va pas. Je dis ok, bah aller à un deuxième rendez-vous, voire un troisième rendez-vous. Juste laisser le temps. Tout à l'heure, tu parlais d'un espace, mais laisser le temps. Alors, et aussi, je rappelle, hein, c'est ce qu'on se dit avant, mais se montrer vulnérable, c'est ouvrir la porte à l'autre pour qu'il se montre vulnérable. Donc, on n'est pas obligé de juste laisser le temps faire les choses passivement. Je pense qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, laisser l'opportunité à l'autre de se dévoiler un peu plus. Et il y a des gens qui ne le font pas au premier rendez-vous. Donc je trouve ça super dommage, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps avant de, s'ouvrir et puis quand on arrive dans un premier rendez-vous, on n'est pas toujours sûr, hein, de, la personne qu'on a en face de soi. Donc il y a des personnes pour qui ça peut prendre un peu plus de temps et quand on est dans un premier rendez-vous, effectivement, si on juge tout de suite, on peut remarquer certaines choses qui peuvent nous titiller peut-être, bon d'accord, on en prend note, mais peut-être pas juger tout de suite parce qu'on n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir faire un jugement. On rencontre la personne pour la première fois, il y a beaucoup d'éléments dans cette personne-là que qu'on
qu'on ne connaît pas. Alors, je pense effectivement que si on est capable d'aller à un deuxième, un troisième rendez-vous, là, on a un peu plus d'éléments qui peuvent, nous aider à évaluer un peu mieux, la personne et ce qui est en train de se passer, entre les 2 individus et puis avoir une meilleure idée. Puis à partir de là, peut-être, de décider, voir s'il y a des choses qui sont vraiment frappantes et qui sont désagréables et qui reviennent après le troisième rendez-vous. Là, peut-être qu'on peut se dire: «Bon, là, ça fait 3 fois, il y a problème». Mais il faut se donner la chance, je pense, comme tu dis, sinon on se limite, je pense. On s'empêche de peut-être, développer quelque chose d'intéressant avec une personne qui a beaucoup à offrir, mais qui, peut-être, a pas réussi, son premier rendez-vous. Oui, puis faut pas se leurrer, je crois qu'on perçoit pas. Enfin, on perçoit pas la même chose de quelqu'un au premier rendez-vous qu'au cinquième rendez-vous, qu'au bout de 2 mois de relation, qu'au bout d'un an de relation. Enfin, on apprend toujours des choses différentes de la personne. Et en tout cas, quand on fait une démarche pour rencontrer quelqu'un parce qu'on a envie de construire une histoire, ce qui nous intéresse, c'est pas juste le, comment dire, c'est pas le truc de départ. Je pense que si on a envie de construire sur le long terme, ça vaut le coup. Bah, de se laisser percevoir qui est l'autre dans un peu plus que 30 minutes ou 1 heure. Enfin, voilà, je pense que ça vaut le coup de... Et puis de laisser encore une fois cette connexion, enfin voir si cette connexion, elle s'installe ou pas en fait. Oui, parce qu'on est peut-être un peu trop maintenant dans l'instantané, hein, juste à cause de l'environnement dans lequel on est, où tout est fait de façon assez rapide, on a accès aux choses rapidement, donc on a l'impression que en amour, ça doit être la même chose. On se dit, oh, ça n'a pas cliqué, oh, je sens pas de connexion, oh, et tout de suite, on juge et puis on se dit: «Ah non, 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 c'est mauvais signe», et on arrête là. Alors que, en réalité, ça prend un peu plus de temps que ça. Il faut s'ouvrir à cette idée-là que, ça va demander peut-être, plus qu'un rendez-vous pour se faire une bonne idée de la personne. Et donc, justement, alors quand on rencontre quelqu'un, souvent on essaye de voir si on a des points communs, si on se ressemble et tout ça. Puis je pense que ça, c'est le prochain point que tu as sur ta liste. Ouais, qui se ressemble s'assemble. D'ailleurs, je pense que je vais même le confronter à son pendant qui est les opposés s'attirent parce qu'on dit ça aussi. Hein. Donc, alors qui se ressemble s'assemble. Alors, tu dis quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à voir les points communs, enfin chercher les points communs ou les voir. Ce qui est assez vrai d'ailleurs. Enfin, en tout cas, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, on a tendance à s'extasier sur tous les points communs qu'on a. C'est incroyable comment on se ressemble sur tel truc, où on a le même vécu, ou enfin bon bref. Et ça c'est normal, ça fait partie de l'état amoureux aussi. Mais pour revenir vraiment sur le qui se ressemble s'assemble, alors celle-ci, j'ai envie de dire, elle est vraie et elle est fausse en même temps. Mais je vais partir de l'idée qu'elle est fausse, mais après je vais dire pourquoi je la temporise. En fait, on ne s'en rend pas toujours compte, justement parce que dans ces premiers moments et cet état amoureux, ben, on regarde tout ce qui est ressemblant avec l'autre. Mais en réalité, on est attiré par la différence de l'autre. J'irai un peu plus loin sur une autre croyance, je détaillerai un peu plus le pourquoi du comment ça se passe. Mais en fait, on est attiré par la différence de l'autre. Et du coup, le qui se ressemble s'assemble à ce stade-là est pas vrai. Mais en même temps, si je prends le pendant, les opposés s'attirent, c'est pas non plus un très bon équilibre. Parce que vraiment, si on est opposé sur des trucs, et notamment sur des trucs essentiels comme, je sais pas, par exemple, les objectifs de vie ou la vision globale de la relation ou la nature de la relation, ce genre de choses, si on est vraiment opposé, il y a un moment donné où ça va être vraiment très très compliqué à gérer comme relation. Donc les opposés s'attirent, c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit vrai. Et le qui se ressemble s'assemble, c'est pas vrai parce qu'on est attiré par la différence de l'autre. Mais je le temporise juste en disant c'est quand même bien d'avoir des ressemblances sur les points essentiels, sur les essentiels. Donc comme je disais, sur la vision globale d'une relation, sur ce qu'on cherche vraiment dans une relation. Quel type de relation on a envie d'avoir avec l'autre.
Peut-être sur certaines valeurs, encore que les valeurs, ça reste à discuter parce que euh, on peut prendre 10 personnes différentes qui disent par exemple avoir la valeur d'honnêteté. Si on commence à les questionner sur qu'est-ce que c'est l'honnêteté pour toi et tu la mets à quel endroit exactement, on peut avoir des différences. Donc c'est un peu le problème, c'est que des fois on utilise les mêmes mots mais on met pas les mêmes choses derrière. Donc ça, C'est les vrai. valeurs à voir, mais en tout cas peut-être sur les essentiels, je pense qu'il y a besoin qu'on se retrouve et qu'on ait des ressemblances. Mais même si fondamentalement on rencontre l'autre et on tombe amoureux de lui parce qu'il est différent de nous en fait. Oui, donc dans le fond, c'est que quand tu parles d'essentiel, c'est-à-dire c'est qui les fondements qui vont nous permettre de construire une relation qui peut fonctionner. Parce que comme tu dis, si on a des objectifs de vie totalement différents, il y en a un qui veut une famille et l'autre n'en veut pas, ça marchera pas, ça va être très compliqué. S'il y en a un qui veut voyager, beaucoup se déplacer et tout, puis l'autre veut être plus dans la stabilité proche de sa famille, proche de son entourage, et c'est cela. Ça va être difficile. Donc, Ça va être très compliqué aussi, ouais. voilà, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, les essentiels qui vont permettre de bâtir quelque chose qui va pouvoir durer à long terme. Et c'est sûr que on veut pas non plus avoir un clone de nous comme conjoint ou conjointe. Je suis pas sûre que ça serait qu'on aimerait ça personnellement. Je pense pas que j'aimerais avoir un clone de moi chez l'autre. Je pense que je me fatiguerais très vite de moi parce que là, je serais en double. Mais bon, on comprend l'idée. Et donc, évidemment, ton autre point, c'est aussi quelque chose qui fait partie hein, des relations amoureuses quand ça arrive. Malheureusement, on est un petit peu, ça nous affecte, mais ça arrive. Donc, c'est les séparations, par exemple. Ouais. Ouais, et puis comment dire, je pense que ce qui est difficile comme croyance à cet endroit-là, c'est de penser que se séparer est un échec. Alors c'est difficile et en même temps, je vais quand même dire tout de suite qu'au moment où on se sépare, c'est normal de ressentir ça. Ça fait même partie parce que bon, se séparer est un échec, ça peut aussi amener notamment par exemple de la culpabilité. Euh, est-ce que j'ai fait suffisamment ou alors de la colère, l'autre a pas fait suffisamment, enfin ce genre de choses pour que la relation elle fonctionne. Tout ça, ça fait partie du deuil en fait. Quand on vit une séparation, bah, on a un deuil relationnel à faire, et ça fait partie des étapes du deuil que de sentir que c'est un échec, que d'avoir de la culpabilité, que d'avoir de la colère, de la tristesse. Enfin voilà, c'est toutes les étapes du deuil. Donc déjà, partons du fait que c'est normal de penser que c'est un échec. Je pense que le problème de cette croyance, comment dire, c'est normal de le penser au début, dans les premiers temps après la séparation. Je pense que c'est un problème et que c'est une croyance limitante si elle s'ancre vraiment très profondément et qu'on reste avec ça. Parce que du coup, on peut rester avec de la culpabilité qui peut nous suivre pendant des années, des fois. Ça me rappelle des choses, moi en tout cas personnellement. Moi aussi. Oui. Oui, oui. J'ai été en couple pendant 12 ans et puis quand la séparation est survenue, moi, j'ai vécu ça comme un gros échec. Parce que je me suis battue longtemps pour que ça tienne. Je me suis accrochée à quelque chose qui, en fait, ne fonctionnait pas de toute façon. Mais je me suis accrochée tellement longtemps, je voulais que ça fonctionne. Ce qui fait que quand ça a pas fonctionné, eh ben, j'ai vécu ça comme un échec. Et puis, il y a eu de la culpabilité aussi. Beaucoup de culpabilité parce que moi, la culpabilité que j'ai éprouvée, ça a été de me dire, eh ben, tu sais, tout à l'heure, on parlait des essentiels. Il faut que, au moins sur les essentiels, on regarde dans la même direction. OK. Bon, moi, j'ai fait fi des essentiels, OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? Ben, tout est tombé, évidemment. Donc, la culpabilité que j'ai eue, ça a été de me dire: «Je n'ai pas bien choisi mon conjoint». Je m'en suis voulu pour ça. Pendant un bon temps, je me suis dit: «C'est ta faute, c'est toi qui as mal choisi. Tu aurais dû penser à telle chose, tu as vu telle chose dès le départ, mais
ouf, tu t'es dit: «Non, non, ça c'est pas grave, ça va changer, non, ça va aller, non, non, non». Tu sais? Et puis il y en avait des alertes, mais je me suis dit: «Non, non, 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 non». Et j'ai continué et là, j'ai passé 12 ans là-dedans et puis après je me suis dit: «Mais voyons Corinne, tu as passé 12 ans là-dedans alors que depuis le départ, tu aurais pu tout de suite, tu sais, changer de direction, aller avec quelqu'un d'autre parce que c'était évident que, je frapperais un mur à un moment donné, donc culpabilité pour ça aussi. Mais c'est passé maintenant, mais au début, ouh là là, ça je l'ai gardé peut-être pendant au moins 2 ans et demi après la séparation. Oui, des fois c'est long. Des fois c'est long. Pour donner un exemple aussi à tes auditeurs dans l'inverse. Enfin, dans l'inverse, je ne sais pas en fait, parce que finalement, là, tu ne m'as pas dit qui de vous deux était parti, donc je ne sais pas si c'est dans l'inverse. Moi qui suis partie. C'est toi, d'accord. Ouais. Pour donner un autre exemple de culpabilité, moi, il m'est arrivé après une relation de rester 5 ans dans la culpabilité du mal que j'avais fait à l'autre en partant, en fait. Et donc, c'était horrible parce que je passais tout au crible. Enfin, en fait, finalement, je n'avais pas fait le deuil, quoi. Il m'a fallu 5 ans pour me pardonner. Et bon, voilà, c'était l'histoire de ce moment-là, mais c'est vrai que ça peut, le fait de penser qu'une séparation c'est un échec, ça peut vraiment installer des trucs hyper forts et nous empêcher d'avancer, quoi, clairement en fait. Oui, je suis bien d'accord parce que quand tu viens de dire quelque chose qui a résonné en moi quand tu as dit, se pardonner. Ça m'a pris du temps pour me pardonner, d'accepter que bon, ben, ça a été une expérience et puis j'ai appris de cette expérience et bon maintenant j'avance dans la vie et puis je vais faire d'autres rencontres et puis, je vais avoir une autre chance, et mais ça a pas pris du temps pour me pardonner. Je m'en voulais vraiment. J'avais entendu aussi l'apprentissage de ça, c'est que au-delà du moment où dans ton exemple, tu vois, on se dit mais en fait tu te rends compte, t'es allé là alors que je l'ai fait aussi, hein, ça, je sais très bien. Tu t'es allé là et en fait tu savais que ça pouvait pas jouer et t'es resté là pendant 12 ans et etc. Bon, après la phase de flagellation, on peut tirer les apprentissages de ça. Et l'apprentissage, voilà, j'imagine que ça a changé des choses. Tu t'es peut-être dit, bah ok, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je sais pas comment tu te l'es dit, mais je serai attentive à ce que je ressens. J'essaierai de pas mettre les trucs sous le tapis. Enfin, j'en sais rien ce que tu t'es dit, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Être plus attentive à certains, signals que je peux voir et ne pas c'est-à-dire prêter attention et puis ne pas faire la politique de l'autruche. Et donc, finalement, c'est là que je veux en venir avec cette croyance-là, c'est que je pense pas que se séparer soit un échec. En plus, je pense que si on doit parler d'échec, moi j'aime pas ce mot-là par essence. Je trouve que c'est dommage. Je préfère un apprentissage qu'un échec. Mais si on devait parler de vertu de l'échec, dans ce cas-là, je dirais que c'est effectivement qu'est-ce qu'on apprend de ça. Et une séparation, ça arrive pour plein de raisons, parce que des fois, avec le temps, la communication dans le couple, elle devient plus difficile, parce que bah, parfois, on évolue un peu sur des chemins différents, et que finalement, la séparation est la seule, finit par être la seule solution, ou quelque part, j'en sais rien, imagine que tout d'un coup, l'un des deux conjoints décide de partir vivre à l'autre bout du monde. Enfin, j'en sais rien, il peut se passer plein de trucs. Ça arrive, en tout cas, s'il y a une fin, c'est qu'il y a des raisons, et qu'il y a sans doute autant de choses pour chacun des deux à regarder finalement ce qui s'est passé, qui j'ai été moi dans cette relation, et qui j'ai plus envie d'être, qu'est-ce que j'apprends. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut pouvoir se dire. Oui, voilà, pour pouvoir avancer et puis se dire que bon, à ce moment-là, j'étais dans une telle saison de ma vie, puis là, je suis dans une nouvelle saison qui commence. Puis l'accueillir aussi, hein, parce que si on a des blocages, on peut pas accueillir cette nouvelle saison qui se présente où on va pouvoir, expérimenter, de nouvelles choses et puis se donner la chance, cette fois-ci peut-être de d'ajuster le tir, de faire mieux, tout simplement. Ouais. En tout cas, c'est bien beau tout ça, tout ce que tu nous,
Tu nous partages parce que même pour moi, même, tu vois, il y a beaucoup de choses qui résonnent hein, en moi, comme quoi c'est assez commun hein, ce qu'on a comme croyances qui nous limitent. Et je pense que beaucoup des personnes qui vont entendre ce que tu as partagé aujourd'hui pourront au moins se reconnaître dans au moins un de ces mythes au minimum. Ils sont quand même assez très répandus. Donc là, on a fait le tour des 5 mythes. Merci Amandine pour, d'avoir un petit peu déblayé tout ça, hein, et d'avoir, fait tomber, ces mythes-là, ces croyances, que nous avons. Donc, on va poursuivre la conversation dans le prochain épisode avec 5 autres mythes. En attendant, vous qui nous suivez, je vous invite à découvrir le podcast d'Amandine, L'amour n'est pas un conte de fées. Je vais mettre le lien du podcast dans la description de cet épisode. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma qualité de vie et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. On continue la discussion. Surtout, soyez des nôtres. On vous y attend. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.